Alors, bienvenue à cette deuxième partie de notre entrevue avec Francis Denis. Alors, pour cette partie, nous allons parler de son livre Une révolution pour rien, la permanence religieuse dans l'histoire du Québec moderne aux éditions Libert. Alors, Francis, j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi la thèse que tu proposes dans ce livre-là, parce que je crois que c'est une thèse assez originale. Oui, hein? Merci de me recevoir encore. Très bien. Donc, bon, c'est ça. Donc, la Révolution tranquille, c'est un peu le point de départ comment je pourrais dire, de l'historiographie du Québec moderne. Quand les Québécois pensent à eux-mêmes, pensent à leur histoire, pensent à où est-ce qu'ils vont aller, quels sont les choix de société qui ont été faits, puis les acquis, puis les ci, puis les ça, dès qu'on creuse un peu, habituellement, la chose à laquelle on fait toujours référence, c'est ouais, ben ça date de la Révolution tranquille. Qu'est-ce que c'est que la Révolution tranquille? On l'a appris quand on était jeune à l'école. La Révolution tranquille, c'est ce qui délimite l'histoire prémoderne de l'histoire moderne du Québec. Donc, il y a un avant, un après. C'est une rupture. Donc, quels sont les éléments de cette rupture qu'on a appris à l'école, là? Je vous pose la question. Vous avez été à l'école. Quand on vous a enseigné la Révolution tranquille, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, toujours la Révolution tranquille, c'est à partir de ce moment-là que l'Église a commencé à décliner, que la société québécoise s'est sécularisée, les gens ont arrêté, en guillemets, d'aller à l'Église, les religieux sont débarrassés de leurs habits, les prêtres sont débarrassés de leur col romain. C'est pas mal ça, là. Ouais. Mais je sais que les boomers sont, comme mon père, exemple, jusqu'à la fin de sa vie, est devenu comme plus croyant vers la fin de sa vie, là. Mais avant, il était vraiment pas croyant, puis il avait une dent contre l'Église. Fait que, moi, je pense que c'est surtout les boomers qui ont voulu sortir l'Église à cause que c'est vrai qu'il y a du monde qui ont mal joué Jésus-Christ dans le clergé, là, tu sais. Comme j'ai dit souvent, tu sais, quand tu vas voir un orchestre symphonique, l'Orchestre symphonique de Montréal, et il joue la 7e symphonie de Beethoven, mais il fausse, tu sais. Comme j'ai dit souvent, est-ce que tu vas blâmer Jésus ou excuse-moi, tu vas-tu blâmer Beethoven ou tu vas blâmer les musiciens? Tu blâmes les musiciens, pas Beethoven, mais les gens ont blâmé Jésus pour des choses que le clergé a faites qui étaient peut-être de l'abus, comme de forcer les femmes à avoir 13 enfants, par exemple. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai vu, mais je pense que les boomers sont encore pas mal... euh, comment je peux dire, ils ont encore de l'amertume face à ça, puis ils ont de la misère à faire revenir l'Église, parce qu'on le voit bien, là, aussitôt qu'on commence à parler de Jésus, ben on se fait attaquer. Tu sais. Ce qui est drôle avec les boomers, c'est qu'ils l'ont pas vraiment vécu, ça. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont, moi je pourrais dire, scandalisés de ce que leurs parents avaient subi. Oui, Mais oui, pas- hein? c'est ça. Donc, Oui. eux, ils ont Ouais. donc, ils ont pas vraiment, eux, sont pas vraiment des victimes. Au contraire, selon moi, c'est ceux qui ont, comme génération, ont bénéficié de ce que le Québec a pu donner de plus haut et tout en le dénigrant. Donc, vraiment, pour moi, les boomers, c'est le syndrome du bébé gâté là, qui Ah a ouais. tout puis qui finit Mais par être fin gras ils l'ont envers ses parents. vécu, je pense, les boomers, là, ceux-là qui sont comme 65 ans et en haut, ils l'ont vécu quand même à l'école primaire beaucoup. Là, tu sais, comme mon père, il me racontait des histoires comme quoi que si, mettons, il faisait quelque chose qui allait contre le clergé, ben, il se faisait donner une tape de règle, ça, même des affaires comme ça. Mais je suis conscient que les parents l'ont vécu beaucoup plus fort. Là. Hmm. Ouais, il a dû être traumatisé de Non, mais il y avait d'autres le choses. traumatisme infini. Il y avait Mais d'autres choses je aussi. fais mais des tu sais, blagues. Ouais. Mais en gros, la Révolution tranquille, c'est le moment où est-ce qu'on prétend, restons au niveau historique, là, c'est-à-dire l'angle par lequel on comprend l'histoire moderne du Québec, c'est celle qui commence avec la Révolution tranquille, c'est-à-dire le moment où on sort de l'époque précédente. Donc, c'est le romantisme révolutionnaire de la Révolution française qui est appliqué au Québec. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'obscurantisme, la grande noirceur, on n'était pas considéré comme les individus n'étaient pas considérés. C'est le moment où est-ce que le Québec était en retard au niveau économique, au niveau politique, etc., etc. Et la Révolution tranquille arrive, c'est le réveil. Et là, c'est le moment des Lumières. Et donc, finalement, on arrive avec cette conception où est-ce qu'il n'y a pas une continuité dans l'histoire du Québec, on pourrait dire, de l'établissement français jusqu'à aujourd'hui. Il y a un moment de rupture qui nous détache, nous, prétendument moderne, de toute cette histoire-là qui précède de 1960. Donc, ça, comment ça a été interprété par les historiens
disons, officielle, on pourrait dire ça, c'est que oui, il y a une rupture. Et là, on voit, on a souligné à la fois dans la, disons, dans la culture populaire et dans la culture scientifique, tout ce qui était pas comme avant. Donc là, on a mis l'accent, on a regardé au microscope là, toutes les distinctions entre l'avant 1960 et l'après 1960. Et là, on a dit, on n'est plus comme avant, on n'est plus comme avant. Regarde, au niveau religieux, on n'est plus comme avant. Regarde la culture, et on n'est plus comme avant, on n'est plus comme avant, on n'est plus comme... Donc là, on a basé toute notre compréhension de ce qu'on est au niveau historique sur cette prétention qu'on n'était plus comme avant. Donc après, on pourrait dire dans le monde scientifique historique, même économique surtout, on a une nouvelle école de pensée qui est arrivée, qui a émergé, qui montrait comment, ouais, mais en même temps, est-ce que c'est possible d'être complètement, totalement en rupture avec le passé? Ben, il y a beaucoup de choses qui ont perduré, qui continuent. Bon, je sais pas, on parle français encore, donc on n'a pas commencé à parler français à la Révolution tranquille. Bien qu'on peut-être que c'est le moment où on a commencé à mal le parler et en s'en réjouir et à faire comme avec Michel Tremblay, puis là, avec son joie, là, il faut démocratiser le joie. Il y a une hiérarchie dans le parler français. Là. Bon, et ce n'est pas le Québec, pour moi, c'est la suffisance par rapport à la langue. C'est un autre problème, mais ça, on pourra en parler plus tard. Donc là, avec la Révolution, avec ces années 60-là, il y a des écoles historiques qui se sont dit, ben, ouais, est-ce que vraiment tout était nouveau? Est-ce qu'on est complètement en rupture par rapport au passé ou il y a des choses qui ont continué, qui ont perduré? Par exemple, au niveau économique, là, il y a des études qui sont sorties de certaines écoles économiques qui ont montré que la plupart on pourrait dire, pas des problèmes, mais des politiques de l'État-providence après 1960 était déjà sous forme embryonnaire présente chez Duplessis, par exemple. Et donc, il y a des liens de continuité. Et qu'est-ce qui s'est passé après, même s'il s'est passé quelque chose, ben, c'est pas nécessairement totalement en rupture, mais ils ont simplement développé un peu tout ce qui s'est passé. On peut penser un peu la même chose. Est-ce qu'on met, on pourrait dire, l'étatisation du système de santé au Québec ou l'étatisation du système d'éducation au Québec? Est-ce que c'est totalement nouveau, qu'il n'y avait rien, puis là, il y a quelque chose? Ou est-ce il y a des éléments de continuité? Bien, il y a des éléments de continuité. Il y a beaucoup des hôpitaux, par exemple, qu'on utilisait après 60, qui ont été étatisés, avaient été fondés par des religieux et des religieux. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités. L'Université Laval, c'est fondé par les prêtres du séminaire de Québec. L'Université de Montréal, c'est le diocèse de Montréal. Je veux dire, il y a énormément d'institutions qui ont été fondées par l'Église qui sont restées par la suite. Mais comme peuple, on s'est quand même mis l'accent sur ce qui était différent, ce qui était nouveau. Puis, donc, on va dire, il y a une révolution, on a changé, puis tout ça. Donc, la question, pour moi, c'était de voir, OK, disons, au niveau de la culture historique, la culture économique, tout ça, je pense qu'on a fait un peu la part des choses. On est sorti du moment de l'omniprésence du récit de la Révolution tranquille dans les domaines économiques, dans le domaine politique et tout ça. On remarque qu'il y a des continuités. On a rééquilibré un peu le truc. Mais dans la culture populaire, on est encore dans la rupture. On est encore dans... Il y a un avant, un après, on a tout changé, on n'est plus comme avant, on n'est plus blablabla. Donc là, ce que je me suis dit, c'est OK, au niveau scientifique, au niveau académique, quel est le dernier lieu, ou même au niveau populaire, quel est le dernier lieu où est-ce qu'on peut prétendre, où on peut essayer de prétendre qu'il y a une rupture radicale? Et là, je cite, par exemple, le cinéaste Denis Arcand qui dit que finalement, ben, le seul lieu où il y a véritablement un changement, une rupture, c'est dans le domaine religieux. Mm-hmm. Le seul lieu où il y a une rupture fondamentale dans l'histoire du Québec dans les années 60, c'est dans le domaine religieux. Et donc, moi, ce que j'ai essayé, ben, j'ai pas essayé, c'est-à-dire que je me suis attelé à essayer de trouver les éléments de continuité entre l'avant et l'après au niveau religieux. Et finalement, ben, j'en ai trouvé plus que je pensais. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'étais surpris moi-même par l'angle. Je me suis donné un angle d'attaque et finalement, je pense avoir découvert des choses qui montrent que finalement, même au niveau religieux, il y a énormément de continuité. Tellement que pour moi, ce qui m'a permis d'éclairer un peu l'actuelle
situation au Québec. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a tellement de continuité que finalement, j'ai de la misère à voir la rupture. C'est pour ça que moi, je me promène dans la rue aujourd'hui, je vois tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, j'écoute les médias, j'écoute ça. J'ai de la difficulté à voir autre chose que ce qu'on m'a dit du Québec clérical des années 30-40. Mais je me demandais, Francis, es-tu en train de dire, au fond, que la sécularisation du Québec dans les années 60, que l'Église en a été Vue de l'esprit. Une vue de l'esprit, mais est-ce que ça vient de l'Église, donc, cette sécularisation-là, tu dirais? Il faut définir les termes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par sécularisation? Habituellement, dans le monde académique ou même dans le monde populaire, on considère la sécularisation comme le moment où on cesse comment je pourrais dire, de voir notre société avec des yeux religieux. C'est-à-dire qu'on considère la société telle qu'elle se présente à nous, mais sans référent à une transcendance, à un Dieu ou en dessous, un substrat religieux. Entre guillemets, le principe, c'est on va examiner la société telle qu'elle se présente à nous et on va l'analyser par les faits. C'est-à-dire ce qu'on voit, ce qui est mesurable et quantifiable. Donc, d'où le déplacement, par exemple, de la théologie dans la conception de la société ou de la philosophie vers la sociologie, par exemple. Parce que là, la sociologie, elle, prétend arriver avec des méthodes, une méthodologie qui quantifie, ou est-ce qu'on se base sur des faits, sur des sondages. Bon, la méthodologie en sciences sociales, c'est un autre domaine, mais c'est ce qu'on prétend. Donc, la sécularisation, c'est dans sa meilleure, on pourrait dire, présentation, sa meilleure formulation, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on va considérer tout ce qui est mesurable de manière scientifique, indépendamment de toutes les conceptions théologiques qui émergent du passé ou d'une révélation quelconque. Donc, c'est très bien. Cette sécularisation-là, moi, je l'appelle la découverte de la sécularité. C'est-à-dire, et même l'Église en est une des grandes promotrices, et pour moi, c'est elle qui rend les conditions... On peut lire Charles Taylor, par exemple, par rapport à ça, dans son livre « L'âge séculier ». Lui, il va montrer comment les conditions philosophiques de possibilité de considérer le monde comme, disons, physique, comme étant indépendant de toute révélation, ça vient du christianisme. Ça vient de la théologie chrétienne. Puis ça fait penser aussi à la thèse de Marcel Gauchet, aussi. Le désenchantement du monde, n'est-ce pas? J'utilise les deux thèses qui se complètent l'une l'autre. Donc, l'autonomie, disons, considérer le monde politique, tout ça, juridique, de manière autonome par rapport à tout Dieu transcendant. Pour moi, c'est totalement compatible avec la théologie chrétienne. Et non seulement c'est compatible, mais c'est une conséquence du développement organique de la théologie chrétienne que d'arriver à cette conclusion-là que c'est pas la Bible qui va nous dire quel est le degré d'octane qui doit arriver dans l'essence que je mets dans mon char. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'origine de tout, qu'il n'est pas tout-puissant, omniscient, omniprésent. C'est simplement que la révélation chrétienne, la révélation point de tout Dieu qui se respecte, on pourrait dire ça comme ça, ne doit pas concerner le particulier de la vie tel qu'on... Il doit donner les principes pour susciter l'acquiescement de la conscience, mais c'est pas... La révélation chrétienne ne doit pas nous dire comment... quel genre de moteur on met ou quel genre de régime politique on a. Non. Le propre de la révélation chrétienne, c'est de sauver les âmes. Et donc ça, c'est spirituel. Ça n'a pas de conséquences, entre guillemets, politiques. Je comprends. La Depuis Vierge tantôt, Marie... j'essaie de comprendre ce que tu dis, je viens de comprendre. Donc, la Vierge Marie, par exemple, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, ça n'a pas de conséquences politiques directes, là. Du tout. Non, exactement. C'est purement spirituel. Et ça, c'est ce qui revient à Dieu. C'est pas ce qui revient à César. Toi, dans le fond, là, je viens de comprendre ce que tu dis depuis tantôt. Ce que tu dis, dans le fond, dans ton livre, quand tu parles qu'il n'y a pas eu vraiment de révolution tranquille, toi, c'est vraiment du point de vue spirituel et non d'un point de vue sociologique. Bien, c'est-à-dire c'est les deux, tu vois. Et il faut que je finisse le portrait. Ça, c'est la première partie. Mais non, la deuxième partie, c'est donc une société qui respecte la sécularité des choses. Ça va être une société qui va avoir plusieurs caractéristiques. Une des caractéristiques, c'est justement, ça va être une société qui refuse une quelconque révélation pour nous dire quoi faire dans le particulier du concret. Deuxième chose, ça va être une société qui, il y a des différents degrés, là, mais ça va être une société aussi qui respecte que l'individu, ne peut pas forcer l'individu
à agir d'une manière ou d'une autre. On peut le faire collectivement, mais on le peut de moins en moins. Donc, ça vient avec la modernité. L'importance du respect de la conscience individuelle et de la nécessité de susciter cette conscience individuelle dans ses choix. C'est extrêmement important et il n'y a pas de société moderne qui ne respecte pas ça, au moins en tant que principe. Fait que c'est là que tu fais un peu le parallèle entre la sociologie puis la spiritualité, puisque Dieu, en tant qu'être supérieur qui nous a créés, nous a donné aussi le libre arbitre de le suivre ou de ne pas le suivre. Exactement. Okay. Exactement. Puis, mais ça, on ne peut pas le comprendre de la même manière si on est au 8e siècle que si on est au 18e et si on est au 21e. Donc, parce que ce n'était pas concevable au 13e siècle, un individu moderne, où est-ce que sa conscience, mais au niveau politico-religieux, le régime politique, disons, moderne au sens où démocratique, où est-ce que c'est l'individu qui choisit le meilleur dirigeant, les plus compétents pour diriger. Ça, c'est impensable au 13e siècle. C'est impensable avant la modernité parce que l'histoire évolue, les régimes et tout ça, la conception de l'homme évolue. Ouais, je comprends. Donc, en modernité, donc là, la question, c'est quand est-ce que les prétentions de la Révolution tranquille, c'est d'avoir fait passer le Québec dans la modernité. Donc, on passe d'un régime où est-ce qu'on dit quoi faire, on est tous conformes au même modèle, on est tous des moutons, puis on va nous dire quoi faire dans le particulier, puis sans respecter l'individu. Donc, on s'en fout de toi, tes choix personnels. Tu obéis. Tu fais ça parce que c'est bien pour le peuple canadien, français d'agir comme ça. Tu vas à la messe parce que tu fais comme tout le monde. C'est tout. Ah, mais pourquoi Jésus-Christ est-il mon sauveur? Ça, là, tu pourras en parler avec ton confesseur, mais il faut que tu ailles à la messe, c'est tout. Bon. Ça, c'est pré-moderne. Donc, la question, c'est est-ce que la sortie de la religion au Québec, entre guillemets, on a arrêté d'aller à la messe, nous a automatiquement libérés du joug du collectif sur l'individu? Non, parce qu'on a juste switché, dans le fond. On était un petit peu... C'est qui dictait notre façon de vivre avec corruption? C'était le clergé avant les années 60. Soit quand tu parlais des années 30, par exemple, tu dis, je vois pas beaucoup de changements avec les années 30 aujourd'hui. Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'avant, on donnait tout le pouvoir au clergé, donc on permettait au clergé d'être très gros, de prendre de l'expansion. Et il y a toujours plus que tu prends d'expansion, comme dans un gouvernement, plus que de risque de corruption. Aujourd'hui, on donne trop de pouvoir au gouvernement. Fait qu'on a juste switché le mal de place. Qu'est-ce que, ouais, c'est pas mal ça ta thèse. Mais je me demandais... Mais c'est que c'est pas... La thèse, c'est pas on n'a pas switché le mal de place. Pour moi, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'était l'Église qui contrôlait, entre guillemets, l'institution québécoise de soins de santé, d'éducation, tout ça. Et donc, on avait un monopole ecclésial dans ces deux domaines-là. Et ce qui leur servait, entre guillemets, ou c'est le peuple, parce qu'il ne faut pas voir les sociétés comme étant, bon, tu as les dirigeants qui imposent contre la volonté du peuple un régime qu'ils, s'ils pouvaient faire, ils s'en débarrasseraient. C'est pas comme ça que ça fonctionne une société. Il ne peut y avoir de régime que si les individus, fondamentalement, le veulent. Et donc, quand tu as affaire à un pouvoir despotique ou contrôlant, c'est parce que les gens veulent être contrôlés. Donc, la question, c'est, au Québec, on était un peu là-dedans. On était même pas mal là-dedans. Et c'était l'Église qui était l'institution qui cimentait le peuple. Donc, le peuple voulait que l'Église joue ce rôle-là. Le peuple, et donc, on a évolué dans ce cadre-là. Là, je fais la généalogie, puis j'identifie plus ou moins à 1870 avec le deuxième ultramontanisme, là, que j'appelle l'ultramontanisme utopique, avec Monseigneur Laflèche, Entre-Rivières, tout ça. On passe de 1870 à 1950 dans un régime qui va se scléroser et qui va refuser toute forme de réforme, justement, et qui va continuer à rester dans cette volonté de traduire en termes politico-social la révélation. Donc, on va être dans une théologie politique. On va vouloir que le Québec va être le lieu où on va réaliser le royaume de Dieu sur terre. On va être les plus vertueux des plus vertueux. C'est une forme de pélagianisme, là, pour ceux qui connaissent un peu là, les hérésies du premier siècle. Là. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va par soi-même, par obéissance à une loi, on va sauver nous-mêmes.
Donc, déjà là, il y a un problème avec la théologie chrétienne, on pourrait dire orthodoxe au sens catholique du terme. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on croit qu'on va se sauver en étant le royaume de Dieu le parfait sur terre. Et ça, c'est l'Église qui va faire ça. Qu'est-ce qui arrive dans les années 60? C'est que c'est pas le peuple qui se rebelle contre ça. C'est l'Église elle-même qui va se métamorphoser en État. C'est comme un papillon qui rentre dans un... C'est comme une chenille qui rentre dans un cocon, qui devient un papillon. L'image a ses limites parce qu'on n'a pas pris notre envol, selon moi. Mais c'est la même chose. Pour moi, l'Église sécularisée, qu'on a dit tout à l'heure, qui s'occupe du temporel, pas du spirituel, dès les années 60, c'est pas le lieu où on l'a rejeté. C'est le moment où on lui a donné un nouveau déguisement en État, l'État provincial et fédéral, là, bon. Mais l'État-providence n'est qu'une métamorphose de la même institution. D'où l'apparence qui a été explicite durant la COVID, mais quand on a les yeux ouverts, là, on s'en rend compte. D'où la négation de l'individu au Québec, d'où la prétention à réaliser ici même au Québec par l'État le régime le plus vertueux qui existe, là, selon la mode. Là. Bon, on va être le régime le plus... la mode de la moralité. Un Québec qui se vit sous la moralité. Un Québec qui refuse l'individu, qui refuse, qui traite d'hérétique le moindre désaccord sur les principes ou sur les choix à faire, qui refuse toute baisse d'impôts, toute liberté économique, qui refuse que toute divergence... Pour moi, il n'y a absolument aucune différence avec le Québec pré-1960. Puis l'aspect monolithique de l'institution qui garde tout ce monde-là. D'une certaine façon, c'est comme, pour le distinguer de la sécularité puis de la sécularisation, pour moi, la découverte de la sécularité, c'est justement, ça nécessite la spiritualité. On a besoin de spiritualité pour être dans la sécularité, parce que tu as besoin de la frontière entre le spirituel et le temporel. Donc, pour moi, une vraie modernité ne peut être que par vécue authentiquement que par des individus qui vivent de l'intérieur une spiritualité extrêmement développée, extrêmement sophistiquée. Tandis que, au contraire, la meilleure façon de rester dans un régime païen, et là j'emploie encore les mots d'Alex Karp, là, que lui utilise surtout pour le wokisme, néo-païen, une religion néo-païenne qui a pris l'ensemble des institutions, c'est la meilleure façon de rester, malgré la technologie, dans un régime pré-moderne, où est-ce qu'on refuse l'individu, où est-ce qu'on refuse l'innovation, et on essaie de rentrer tout le monde dans le même conformisme. Donc, pour moi, une vraie modernité digne de ce nom, c'est un régime où est-ce qu'on met l'accent de l'individu sur le spirituel et on désacralise le temporel. Mais désacraliser le temporel, c'est la condition pour l'innovation, c'est la condition du développement scientifique. C'est justement de ne pas le considérer de manière dogmatique. C'est comme ça, puis c'est tout. Puis il n'y a aucun moyen. La science a parlé. On fait des scientifiques un nouveau clergé. Non, la science, c'est le lieu du débat. C'est le lieu... Oui. C'est le lieu... même Karl Popper, en épistémologie, montre très bien qu'on développe la science à force de réfutation de ce qu'on considère comme vrai. Hello! Ils sont où ces gens-là qui dogmatisent la science? Parce que les gens ont besoin d'un sauveur, surtout au Québec, avec le manque d'intellectuels qu'on a au Québec à cause qu'on est tous sur nos téléphones en train de regarder des vidéos de chats, ou bien des affaires qui ont rapport avec l'hypersexualisation. Il y a de choses sur YouTube, bro. Non, mais c'est ça. À la place. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, ce que j'en ai parlé souvent, moi, je pense qu'il y a vraiment un état profond qui pousse ça parce qu'il y a un agenda derrière ça, parce qu'ils veulent qu'on reste endormis, des petits moutons. Là. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ne sont pas eux-mêmes endormis? Ah, 100%. Eux autres aussi le sont. La plupart d'entre eux, la plupart d'entre eux qui contrôlent tout, qui ont été sur le Epstein. Mais ils ne contrôlent rien s'ils sont endormis. Non. Ils sont juste les victimes de leur propre système. Dans un sens, oui, tu as raison. Sauf que quand tu regardes ça, on est rendu qu'on a besoin d'un sauveur aussi. Là. Puis là, les gens se tournent vers quoi? La science, le wokisme. Tu sais. Les gens ont besoin de se faire dire quoi faire, comme tu as dit tantôt. Puis là, c'est problématique parce que là, on essaie de ramener un petit peu la foi dans la vie des gens. Puis le monde sont comme ils veulent le rejeter le plus possible. Mais je pense que on se fait un peu rire de nous au Québec. Un être humain moderne n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. Au contraire, ce qu'il veut se faire dire, c'est donnez-moi les faits pour que je puisse prendre ma meilleure décision. C'est pas, je veux pas savoir quoi faire. Dis-moi pas quoi faire.
Ben, au contraire, Non, mais ça, justement, ça veut dire qu'on n'est pas en modernité au Québec. Non, je sais. Puis il y a une partie de l'Occident qui ne l'est pas. On prétend l'être. Ah, regarde, on a des bidules technologiques. Ah, on est en modernité. On avait besoin de se dire tu n'es pas à la hauteur de ce que tu as dans les mains. Là. Si tu ne connais pas les causes de ce pourquoi tu agis, tu n'es pas un être humain moderne. Tu es un être humain pré-moderne. Tu fais partie, et je suis désolé de te l'apprendre, mais tu fais partie d'une secte néo-païenne. Parce que tu n'es pas à la hauteur de là où est-ce qu'on est. Donc, ce qui est passé au Québec, pour terminer, c'est qu'au lieu d'entrer dans ce principe de sacralisation du spirituel et désacralisation du temporel, on a fait l'inverse. On a dilué l'importance du spirituel, on a désacralisé le spirituel et on a sacralisé proportionnellement le temporel. Donc, finalement, ce qui arrive, c'est que pour moi, ça a commencé dans l'Église catholique. C'est que le propre du Québec par rapport à d'autres sociétés, c'est que c'est l'Église catholique qui s'est auto-sécularisée. Donc, à l'intérieur même de l'Église, on a dilué l'importance du spirituel et on a sacralisé proportionnellement le temporel. Et 1960, ce n'est que le lieu où le temporel était tellement sacralisé qu'on ne pouvait même plus supporter ce qui n'était qu'un référent symbolique lié à un dieu quelconque. Et c'est à ce moment-là qu'on a continué sur le même régime. On est dans le même continuum. Donc, il n'y a pas de rupture. Là. Au contraire, il y a une radicalisation d'une vision prémoderne. C'est une théologie politique qu'on a au Québec. On est dans un système prémoderne, radical et radicalisé. On est vraiment là-dedans. Là. Donc, pour moi, la Révolution tranquille, c'est plus qu'un conformisme, c'est un conservatisme radical. C'est un refus de bouger. Lampedusa, il y a une nouvelle série, j'invite vos auditeurs à lire la série, ça s'appelle... c'est une grande œuvre littéraire italienne qui s'appelle El Gattopardo, c'est le guépard. Allez voir ça, c'est sur Netflix, ça vient de sortir. Il y a une réplique dans la fin du premier épisode, puis on la reprend toujours dans ses classiques, c'est « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Et donc, c'est ce que le neveu, le neveu du guépard lui-même, qui est un prince en Sicile, qui vient, lui, se joint à la révolution garibaldienne. Et finalement, il dit à son oncle, son oncle, il l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il conteste l'aristocratie en place. Il lui donne ce qu'il faut pour survivre, puis aller se joindre aux troupes garibaldiennes. Et là, de répondre, juste avant de se quitter, « N'avez-vous pas compris, mon oncle? Il faut que tout change pour que rien ne change. » Donc, pour moi, ça va plus loin que ça, c'est que la révolution est une impossibilité philosophique pour moi. C'est-à-dire que c'est impossible de changer. C'est impossible de changer d'une manière radicale ce d'où on vient. Et ça peut se voir aussi d'une manière générationnelle. C'est-à-dire qu'on est élevé, même si l'enfant qui ne veut pas reproduire ce que son père a fait, finalement, même le fait de... Plus il ne veut pas ressembler à son père, plus il va lui ressembler. C'est un peu la même dynamique, mais au niveau social, c'est-à-dire que c'est impossible de se sortir d'un cycle historique d'une manière révolutionnaire, c'est-à-dire d'une manière en pensant radicalement. Pour moi, c'est la meilleure façon, c'est la réforme. C'est-à-dire qu'il faut y aller petit à petit, toujours discerner. Non, la révolution a été possible, surtout au Québec, parce que dans l'heure du pain et des jeux, ils ne vont jamais se révolter. Puis on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tu sais, on est en train de... L'économie va tellement mal, puis moi, tout ce que j'entends, mes chums, c'est comme, as-tu vu la game des Canadiens? C'est comme, moi, ça m'intéresse tellement pas. En tout cas, c'est difficile à regarder, honnêtement, où est-ce qu'on est en ce moment. Puis, si tu regardes sur une échelle de temps, ça a toujours été comme ça. Qu'on ait eu une idole qui était la science, le gouvernement, que ça a été le clergé ou n'importe quoi, on a toujours eu besoin d'être contrôlé, malheureusement. On n'est jamais... Es-tu d'accord avec ça? Es-tu d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Pas juste au Québec. Plusieurs niveaux. C'est-à-dire, mettons, en pré-modernité, très peu comprennent le pourquoi de leurs actions. T'sais. Maintenant qu'on entre en modernité, là où l'individu commence à prendre de son importance, au moins au niveau de la conception de l'homme, il est devenu possible d'être des individus. Ça, c'est la modernité qui nous apporte ça.
Et pour moi, la modernité est une conséquence de la théologie chrétienne. Parce qu'on est des individus devant Dieu, tandis que dans les religions néo-païennes et les sectes, on n'est pas des individus, on est une fourmi parmi d'autres remplaçables. Et même le panthéisme, c'est justement ces théologies où est-ce qu'on a qu'à se fondre notre individualité dans le grand tout. Le bouddhisme, par exemple, et beaucoup de pratiques bouddhiques, c'est justement d'annihiler le je, de faire en sorte que le je soit de moins en moins présent pour que ce soit le grand tout qui prenne la place de mon je. Bon, ça, c'est complètement aux antipodes du christianisme. Le christianisme, c'est je suis un je. Et je ne serai un je, disons, pleinement accompli que lorsque j'aurai intériorisé tout ce qui fait de moi un je, qui est finalement, l'image, être créé à l'image, à la ressemblance de Dieu unique, pas de Dieu trine et unique, mais d'un Dieu unique. Donc, il n'y a pas de panthéisme, il n'y a pas d'annihilation de la personnalité. Il y a un devoir de développement personnel. Ça, c'est chrétien, ça. Puis ça, c'est que je pourrais essayer d'argumenter que ce n'est que chrétien et que ce n'est possible que dans le christianisme. Et le fait qu'on ait rejeté, au moins en principe, ce qui faisait de nous des chrétiens au Québec, on a mis à la poubelle tout ce qui nous permettait d'être des individus. Et donc là, c'est pour ça qu'on est non seulement encore comme dans le régime pré-révolution tranquille, au sens où on est encore des moutons, mais on l'est de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus sévère, beaucoup plus Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des éléments dans la société, puis là, je ne veux pas rentrer trop dans le complotisme, là, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait des éléments dans la société qui fait aussi qu'on reste à ce niveau-là? Dans le sens que on regarde, exemple, les éléments, la bouffe transformée, puis toutes ces affaires-là, tu penses que ça peut avoir un impact, par exemple, sur la glande pinéale qui fait en sorte qu'on n'évolue pas? Ça, je ne suis pas un scientifique, là, je ne pourrais pas rentrer trop là-dedans, mais moi, c'est une conspiration que... je ne crois pas aux conspirations au sens où le monde est trop complexe. Je pense que c'est une manière... Je pense que le complotisme, c'est surtout... Moi, je pourrais dire, le complotisme est un problème, mais ne sont pas que complotistes que ceux qui accusent les autres de l'être. Si tu crois à aucune conspiration, je pense que tu es un idiot, mais si tu crois à toutes les conspirations, tu es aussi un idiot. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des... Il faut définir les termes. C'est-à-dire que... Tu peux pas croire qu'il n'y a pas de psyops, là. Non, mais je veux dire, on peut prenons le code criminel. Complot contre une autorité, c'est un crime. Donc, il y a ça existe, il n'y aurait pas de crime correspondant à quelque chose qui n'existe pas. Donc, est-ce que le complot, ça existe? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, le complot, c'est justement cette capacité des êtres humains de s'associer dans un but donné pour atteindre un but donné d'une manière, entre guillemets, secrète, on pourrait dire ça. Donc, on peut comploter au Monopoly. On peut comploter, je sais pas, moi, tu penses qu'il y a juste du bien dans le monde, c'est impossible. Non, mais je veux dire, dans un match de boxe, je dis pas, je connais rien là-dedans, mais on a vu des films où est-ce qu'il y avait des complots pour que... Des matchs arrangés. Des matchs arrangés. Oui, bon. Donc, ça existe. Oui. Donc, la question, c'est à quel degré un complot est-il possible? Donc, si on s'y arrête 2 instants, on se rend compte qu'une des catégories, une des conditions nécessaires pour qu'un complot soit efficace, qui puisse marcher, c'est que le moins de gens possible soient au courant du complot. Parce que plus tu ajoutes une personne consciente du complot dans lequel, plus les chances, tu ajoutes un degré de variabilité ou un risque à ce que ça échoue. Donc déjà là, il y a une question de à quelle échelle le complot est-il possible? À grande échelle, pour moi, c'est absolument impossible de ce point de vue-là d'avoir un complot qui réussisse au sens où, pour contrôler une société complexe, disons, moyennement sophistiquée, ça demanderait d'impliquer tellement de gens qu'il n'y ait pas de fuite, ça serait Comme impossible. exemple, on n'est pas allé sur la Lune. Ouais. Ça demanderait... ça demanderait tellement... Trop de gens impliqués qui pourraient finalement faire des, je sais pas moi, mais si t'es capable des Snowden, des sonneurs d'alerte et tout ça. Bon, maintenant... Mais si tu contrôles l'information, par exemple?
Oui, mais aujourd'hui, c'est impossible de contrôler l'information. Donc, est-ce que c'est possible? Pour moi, la question, c'est à quel niveau le complot est-il trop grand pour être possible? Donc, pour moi, il y a un niveau qui est pas encore, il y a un niveau de possibilité, puis après ça, une fois qu'on surpasse ça. Donc, pour moi, au niveau social, c'est impossible. Maintenant, ça, c'est le complot. Maintenant, les stratégies pour gagner une game donnée, par exemple une élection. Par exemple, la stratégie du Parti libéral, mettons, ou du Parti conservateur pour gagner les élections. L'un et l'autre ne sont pas nécessairement au courant, ils ont des stratégies différentes et ils essaient de faire en sorte que leur stratégie fonctionne pour gagner la partie électorale, par exemple. Donc ça, pour moi, ce n'est pas un complot, c'est plutôt des stratégies qui sont au niveau communicationnel, qui sont au niveau... ça peut jouer sale, là, ça peut être dans ma stratégie, j'implique d'inventer des faussetés sur mon opposant pour le discréditer, etc., etc. Donc ça, est-ce que des stratégies comme ça de groupes d'intérêt dans la société existent et est-ce qu'ils sont complètement toujours en train d'agir? Oui. Mais ce qui équilibre un peu l'ensemble de ces forces-là, c'est justement le fait qu'il y a des intérêts contradictoires avec des stratégies contradictoires et on est censé avoir des règles du jeu qui permettent aux différentes équipes à tous les niveaux, de jouer selon les règles du jeu. Donc ça, est-ce que ça existe? Oui. Est-ce qu'il y a par exemple, des idéologies qui qui veulent mettre en application des agendas? Est-ce qu'ils emploient des stratégies à la fois internationales et nationales pour... Oui. Ça existe. Mais excuse-moi d'en Mais est-ce que cette réalité-là, par exemple, je sais pas moi, le Parti communiste chinois qui décide de, je sais pas, avoir une stratégie au Canada pour essayer de faire chanter les politiciens pour que les intérêts de la Chine soient mieux servis. Est-ce que ça existe? Oui. Mais tantôt, est-ce que c'est assez gros pour dire que la Chine contrôle le Canada? Je pense pas. Donc, même si c'était vrai, ben, il peut y avoir des Américains qui viennent faire un contre-pouvoir, qui viennent de faire la même chose. Donc, pour moi, c'est une capacité... Avant d'entrer dans le complot... Donc, ce que je viens de dire là, ces stratégies-là, excluent le complotisme au sens de... Il y a quelques individus qui contrôlent le monde, que ce soit Klaus Schwab ou je sais pas sur... Mais justement, Francis, oui, mais en même temps, je me demandais, Francis, parce que ce que Joël est en train de dire est très important. Il y a quand même une bonne partie de la population qui sont persuadés que le monde est contrôlé par une élite, puis que nous, on est des petites marionnettes qui endormies et tout ça. Comment est-ce que tu expliques la popularité de ces thèses-là qui réussissent à, comment dire, avoir l'adhésion de beaucoup de personnes? Tu sais, comment est-ce que tu peux l'expliquer? Ouais. Moi, je pense que c'est parce que le monde devient extrêmement complexe, puis on essaie de réduire les choses pour qu'elles soient compréhensibles. Et le frame un peu de la dynamique de l'esclave et du maître de Hegel, qui s'est transformé avec le marxisme, le wokisme, c'est les minorités qui sont abusées par les populations des sociétés d'accueil. Pour moi, le complotisme, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les dominants, puis nous, on est les dominés, mais moi, je ne suis pas si dominé que ça parce que je le sais. C'est un mélange de réduction de la complexité du monde avec un déploiement de sa propre dignité, de sa propre valeur dans la connaissance. Donc, il y a un peu de gnosticisme aussi, c'est-à-dire, moi, je sais qu'il y a un grand groupe par-dessus qui nous contrôle. Donc, je suis, moi, pas manipulé. Donc, c'est une façon de gagner aussi. C'est un slur aussi, le mot complotiste, pour, dans le fond, critiquer tout le monde qui ose questionner l'établissement. Là. Oui, c'est devenu une accusation. C'est ça que moi, j'aime pas là-dedans, parce que quand tu as dit que Mais ça, c'est un refus de il n'y a pensée. pas de façon de contrôler l'information. Moi, je suis pas d'accord. Si vous regardez un petit peu le projet Mockingbird, vous savez qu'il y a des agents de la CIA qui infiltré les nouvelles. Et ça, ce n'est pas une théorie du complot. Il y a de la documentation là-dessus. Et puis, si on regarde aussi le Parti communiste chinois contrôle l'information. Et même, on peut regarder encore plus simple. Il essaie de contrôler. Exact. Donc, on sait, il y a des stratégies de groupe X, il y avait des fact-checkers. Il y a encore des fact-checkers sur Facebook, même si Mark Zuckerberg dit qu'il les a enlevés. Je doute de ça.
Bref, il y a plusieurs façons de contrôler l'information. Est-ce qu'on peut contrôler l'information de façon Généralisé, C'est très difficile. C'est ça, c'est Mais impossible. puisqu'on est on est dans un niveau de conscience qui est tellement bas au Québec, surtout au Québec, et qu'on ne glorifie pas les intellectuels, mais on va glorifier, exemple, la dégénérescence sur les réseaux sociaux, on n'a pas de façon de lancer une alerte pour que la population comprenne ce phénomène-là. Mais, Ouais. mais est-ce que les gens sont aussi stupides que ça? Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est vraiment de la stupidité. De la stupidité, ignorance, la naïveté ou bien un manque de clairvoyance. Moi, j'aime pas le terme stupidité. Dire Ouais, que ouais. les êtres humains sont stupides, OK. c'est quand même excessif. Non, ça peut être de non. l'ignorance. Non, est-ce que c'est de Leurs l'ignorance? capacités intellectuelles ne sont pas assez développées. Oui, exactement. Non, tu c'est sais, comme ça. parce que je me dis, on est quand même dans un même si il peut y avoir des personnes qui vivent leur vie sans une trop grande autoréflexion, il en demeure pour moi que la plupart des gens vivent puis ils prennent des choix librement. Tu sais. Moi, si je décide Mais est-ce que tu d'aller... es sûr de ça? Ça dépend quelle est ta définition de la liberté. Est-ce que ta liberté, est-ce que pour moi, un acte vraiment libre, c'est un acte dont je connais ce pourquoi je le fais. C'est-à-dire, je connais la cause qui me pousse à agir ainsi et par réflexion, j'ai décidé d'agir si c'était possible. Par exemple, si je décide d'acheter une voiture, ben, j'ai un degré de liberté moindre parce que j'ai un besoin qui m'oblige à l'avoir. Donc, je n'ai que parmi les choix qui me sont donnés. Donc, je choisis celle-là par rapport aux besoins. Donc, là, il y a la liberté, c'est je sais pourquoi je fais cette action-là. Donc, est-ce qu'au Québec, donc ça demande une éducation, connaître la véritable cause. Par exemple, Aristote, il dit, ça fait longtemps, Aristote. Donc, il dit très bien on connaît une chose par ses causes. Donc, la science, c'est connaître qu'est-ce qui cause et quel est l'effet que cette cause-là produit. Donc, si moi, je ne suis pas au courant, par exemple, de tous mes mécanismes psychiques qui viennent, ou si je n'ai pas fait de réflexion minimale là-dessus, si je ne connais pas, et pour connaître, par exemple, quel rôle peut avoir mes parents sur ma propre façon de penser, ben, il faut que j'aille étudier un petit peu la psychologie, parce que et puis qui va me donner les instruments pour pouvoir faire cette réflexion-là sur moi-même pour éventuellement être encore plus libre par rapport aux choix que je vais faire et ne pas reproduire ce qui a été avant moi. Même chose en économie, même chose par rapport aux politiques. Est-ce que je suis dans le Parti libéral parce que ma famille est libérale? Ou est-ce que je le suis parce que j'ai lu le programme et je le trouve pertinent et le plus adapté pour faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui? Ou est-ce que, vous voyez, on ne peut être libre que dans la mesure où on connaît qu'est-ce qui nous pousse à agir d'une façon par rapport à nous-mêmes. Donc, mais moi, la question que je me pose, Francis, c'est pour atteindre ce niveau de conscientisation, d'autoréflexion-là, ça demande une très grande formation quand même, une connaissance des mécanismes de l'économie, de la politique, de la sociologie. On est condamné à être sophistiqué si on veut être libre aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on ne l'est pas. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on on n'est pas libre. On n'est pas libre, donc on n'est pas libre. Où il y a très peu de personnes qui sont vraiment libres, quoi. Ben, on peut l'être au niveau personnel, mais on peut l'être au niveau plus politique. Donc, on peut pas tous être médecin, on peut pas tous être ci, on peut pas tous être ça. Mais on peut au moins socialement être libre en ayant les plus, disons, sophistiqués ou ceux qui connaissent le plus les gens. Mais donc, où est-ce qu'aujourd'hui, quel serait un individu libre? Aujourd'hui, et les critères sont beaucoup plus élevés que ce que l'étaient les individus au Moyen Âge. Et là, le problème, c'est qu'au Québec, à cause de la prétendue révolution tranquille, on s'est installé dans une suffisance crasse qui fait en sorte qu'on pense être libre tout en étant des esclaves de notre propre ignorance. Et c'est la même chose au niveau politique. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos commentateurs politiques un peu partout au Québec ne font que de la morale? Pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de politique, ils n'ont pas de levier sur le réel. Par exemple, par rapport à Trump, on n'a aucun levier par rapport aux Américains. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de pouvoir? Bien, on se recroqueville sur la morale, puis on a l'impression de garder la tête haute. Ouais, on va mourir la tête haute, ouais, mais tu vas mourir pareil, mon homme. Tu t'es laissé
entraîné dans une décadence civilisationnelle, et là, tu en payes le prix, puis là, tu refuses de voir, donc tu t'enfermes encore plus dans l'ignorance parce que, justement, tu n'acceptes pas que c'est de ta faute si tu es rendu là. Donc, aujourd'hui, on est condamné comme société et comme individu à être sophistiqué. Donc, on peut pas aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. On ne peut plus se permettre de perdre son temps à écouter du sport. On ne peut plus se permettre de Mais perdre plus son temps que à faire ça. sophistiqué, je pense aussi. Plus que sophistiqué, d'être capable d'être sophistiqué, je pense que c'est le point numéro 1. Mais si je devais rajouter un point numéro 2, je dirais de faire attention de ne pas être trop proche de ses émotions. Pas d'être un psychopathe, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste, je trouve qu'on est tellement... Penser rationnellement, On est tellement quoi. rendu mou, on est tellement rendu efféminé, les hommes, et même l'Église, comme tu as dit tantôt, que... J'ai dit que l'Église est une femme. Oui, l'Église est une femme, excuse. Moi, je pense c'est correct. pense qu'il y a beaucoup, même dans l'Église, c'est très efféminé, je trouve, et dans la société, on est très efféminé. Ce qui fait en sorte que les gens, dans le fond, même ceux-là qui ont des maîtrises en psychologie, j'en nommerai pas quand j'ai des discussions avec, quand, mettons, on fait une étude de démographie, admettons, on est capable de dire, OK, on est capable de dire que, mettons, il y a plus d'Afro-Américains dans les prisons parce qu'on le sait, exemple, qu'ils viennent d'une famille où est-ce qu'ils ont été élevés juste par une mère monoparentale. Puis ça, c'est l'une des raisons qui fait en sorte qu'il y a le taux de criminalité. Mettons, je vais dire ça, exemple, à ma mère qui a une maîtrise en psychologie, elle va dire, oui, tu as raison. Mais si j'ose dire quelque chose qui a rapport avec sa démographie à elle, les femmes, puis je dis un fait, comme il y a des... Simone de Beauvoir a dit en 1959 qu'il n'y a pas de différence biologique entre les hommes et les femmes. Mais dans le fond, c'est une construction sociale. C'est les mots qu'elle a utilisés, puis ma mère était d'accord avec ça, puis je vais dire comme, come on. Mais c'est parce que ça atteint sa démographie à elle. Fait que si on est vraiment dans une société où est-ce qu'on pousse vraiment une société matriarcale, malgré qu'on est dans une société patriarcale, mais on pousse la société matriarcale en essayant d'effacer le patriarcat, le gros méchant patriarcat. Mais ce qui arrive, c'est que les gens sont tellement proches de leurs émotions que moindrement qu'on attaque leur démographie à eux, ils perdent toute rationalité. Et quand puis là, on n'est plus capable d'avoir des discussions, puis là, ça arrive que le monde veut censurer tout le monde, puis c'est de même qu'une société, je pense personnellement qu'une société n'évolue pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Ouais. Peut-être en quelques lignes avant qu'on passe à l'autre partie. Oui, mais je pense que c'est surtout, quand je dis sophistiqué, ça veut dire qu'il faut que toutes les dimensions de la personne humaine soient sophistiquées, donc développées et intégrées. Donc, c'est absolument essentiel. Donc, il ne faut pas surinvestir l'intellect et au détriment des émotions, mais il ne faut pas surinvestir les émotions au détriment de l'intellect. Et tout ça doit être déployé dans la personnalité, dans ses intérêts, dans tout ça. Mais il faut quand même avoir une idée de ce qui est objectivement vrai et bien pour tout être humain. Donc, et avoir un idéal élevé dans ces deux niveaux-là. Et je pense qu'aujourd'hui, si le cerveau humain est atrophié, ben les sentiments aussi vont l'être. Donc, Flaubert parlait de l'éducation sentimentale. Je pense que c'est important. Il faut avoir une éducation sentimentale parce que tout ne mérite pas nos pleurs, tout ne mérite pas nos rires, tout ne mérite pas toutes les émotions que vous pouvez imaginer. Mais de la même manière, l'intellect, tout ne mérite pas mon attention et tous mes efforts intellectuels que je peux mettre dans une journée, tout ne mérite pas ces efforts-là. Donc, mon prof de philo à l'époque, il me disait toujours est-ce que toutes les connaissances se valent? Et là, il y avait toujours des gens qui disaient oui, non, oui, non. Lui, il disait non. Donc, si non, si tout se vaut, donc il n'y a aucune différence entre connaître l'anatomie humaine et connaître par cœur le bottin de téléphone, par exemple. Donc, est-ce que c'est. Donc, ne voyez-vous pas, chers étudiants, disait mon prof, que non, toutes les connaissances ne sont pas égales. Il y a des connaissances qui sont supérieures à d'autres. Mais en même temps... Tu vas choquer en disant ça. Ben non, mais excusez-moi, mais la connaissance qu'un médecin a dans son esprit, c'est supérieur à la connaissance qu'aurait quelqu'un qui connaît le bottin de téléphone par cœur. Exactement. Qui est choqué par ça? Donc, excusez-moi, mais je ne sais pas par où commencer, mais il y a un problème d'éducation. Là. Donc, s'il vous plaît, la seule chose importante, c'est comment bien intégrer l'ensemble des dimensions de l'être humain. Et après ça, une fois que chacun aura pris sa responsabilité-là, bien là, socialement, on va avoir des gens matures, des individus sophistiqués. Ça va donner des sociétés sophistiquées où les hommes pourront développer leur qualité masculine d'une manière intégrée dans un balancement esprit, sentiment, corporéité qui est très, comment je pourrais, justement, j'ai toujours le mot sophistiqué, mais très intégré. Non,
Au contraire, ce qu'on a besoin, c'est des hommes qui intègrent l'ensemble des dimensions, y compris leur spécificité masculine. Et là, on a besoin de femmes qui font exactement la même chose. Et ça se fait dans une danse sociale, on pourrait dire, qui est absolument nécessaire. La masculinité, pour avoir une féminité en santé, on a besoin d'une masculinité en santé et vice-versa. Les deux sont complémentaires. Et ça demande à ce que les femmes découvrent ou redécouvrent, ça dépend des personnes, leur féminité, leur propre, dans le dialogue intellect, sentiment, volonté, amour et tout ça. Et c'est la même chose pour les hommes, mais il faut mettre, oui, de l'accent sur le propre de chacun des sexes. Mais là, le problème, c'est que socialement, on a affaire à une culture qui essaie de nous enfermer dans une confusion des genres où est-ce que là, il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de masculinité, puis dès qu'il y a un propre de l'un ou de l'autre, on met le mot toxique à côté, puis on a l'impression qu'on a expliqué quelque chose. Là, c'est beaucoup plus complexe. Là, je laisserai aux psychologues le soin d'expliquer un peu quel est le propre de l'un et de l'autre, mais la spécificité des sexes est importante, non seulement des sexes, mais d'autres dimensions. On pourrait penser à l'âge, les âges de la vie, la spécificité de l'enfance, la spécificité de l'adolescence, Il faut arrêter d'être dans la confusion de tout et affirmer l'ensemble des réalités humaines, mais d'une manière intelligente, sophistiquée et intégrer tout ça. Mais ça revient à ce que Lam a dit tantôt. C'est pour ça que les gens ont tendance à croire qu'il y a un groupe de personnes qui contrôlent le monde. Moi, je pense que c'est pas un groupe. Moi, je pense que c'est plusieurs groupes. Moi, je pense juste la corruption tout court, là. Mais il y a du monde qui pense qu'il y a vraiment, genre, mettons, les Illuminati qui contrôlent le monde parce qu'ils voient, il y a tellement de social engineer, cabal, problems. Je vais le dire de même. Par exemple, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les plus vieux, LGBTQ contre le monde qui sont plus chrétiens, par exemple. Mais ça, c'est tout engineer in a way qu'on va toujours rester divisé. Fait que les gens font comme on dirait qu'ils font exprès de nous diviser. Mais fait que c'est pour ça que les gens est-ce que tu as besoin de faire appel à... Pour moi, c'est le rasoir d'Occam. La raison la plus simple est toujours la meilleure pour expliquer un phénomène. Est-ce que tu as besoin d'aller à un groupe qui contrôle tout pour expliquer que les intérêts divergents finissent par s'attaquer plus ou moins civilement? Mm-hmm. Non, je pense que c'est beaucoup plus facile de dire qu'il y a des intérêts divergents, il y a des personnalités différentes qui finissent par tomber dans le piège d'accuser son adversaire plutôt qu'essayer de trouver ce qu'il y a de vrai dans sa position. Ouais. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là. Il y a une simplification, il y a, et on arrive, puis je pense à une incapacité à comprendre la complexité du monde. Là. Puis il y a du bien là-dedans, on essaie de faire unité dans la multiplicité. C'est très bien. Il faut écouter le podcast de Jonathan Pajot là-dessus. Il est très intéressant. Il met un peu son pattern toujours d'essayer de montrer comment le monde symbolique essaie de faire l'unité dans la diversité du monde physique. Mais moi, je pense que c'est vrai. Il y a nécessité d'avoir une vision globale pour avoir un monde cohérent dans lequel nous, on est capable justement de prendre nos actions. Mais en même temps, il ne faut pas prendre notre volonté de faire l'unité pour l'unité réelle. Là. Donc, le monde est beaucoup plus complexe. L'univers est d'une manière infinie, beaucoup plus grand que ce que même l'ensemble des intelligences artificielles dans 100 000 ans vont être capables de concevoir. Là. Je ne pense pas qu'il faut qu'on s'unisse pour être capable justement de grandir de façon collective. Non, est-ce que c'est possible de s'unir? Je pense que c'est le problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de collectif. Je pense pas. Il faut de l'unité, ça en prend. Mais je pense que ce qui est atrophié en ce moment, c'est l'individu. Puis c'est l'individu on demande à l'individu, et là, c'est inconscient, l'individu qui s'en rend compte, il cesse de le faire. Mais on demande à l'individu d'atrophier sa spécificité personnelle, sa personnalité, ses goûts, ses intérêts pour le bien-être du collectif. Et je pense que c'est ce fait-là de l'atrophie des personnalités au Québec qui est une des raisons principales, justement, de tous les échecs et de la décadence sociale qui est la nôtre. Alors, merci beaucoup, Francis, pour cette deuxième partie de l'échange. Alors, on se retrouve pour la troisième partie.